Donc maintenant, on va passer la parole pour des petits focus de 4 à 5 minutes sur les problèmes spécifiques de certaines filières, et notamment on va commencer par le doyen de pharmacie, qui est Monsieur Baudeux, qui va nous parler de la problématique de la filière pharmacie. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on ne va pas traiter de l'attractivité et des difficultés de façon générale. On va aller directement aux spécificités de pharmacie. Donc 4 à 5 minutes, ça fait 3 diapos en pédagogie. 3 diapos, une de présentation de l'état des lieux, une d'identification des difficultés et une résiliente pour savoir comment on va effectivement améliorer cette situation. Première diapo, les points spécifiques à la pharmacie, c'est d'abord des spécificités par rapport à médecine qu'il faut intégrer et que, par exemple, notre ministère a beaucoup de mal à intégrer. Nous avons en termes hospitalo-universitaires 2 domaines de compétences, la pharmacie hospitalière avec un DES spécifique qualifiant, la biologie médicale avec un DES spécifique qualifiant, commun d'ailleurs avec médecine et qui fonctionne très très bien. Notre problématique au niveau national, c'est peut-être notre niveau microscopique en termes d'effectifs HU, 369 hospitalo-universitaires titulaires, c'est rien pour les 24 facultés de pharmacie de Paris, de France, pardon. Je rêve. Il faut surtout se souvenir que tous ces postes hospitalo-universitaires ont été créés en 2008, c'est-à-dire il y a 15 ans, sur des postes universitaires purs lors de la création de ce qu'on a appelé le CHU pharmaceutique, ou en tout cas de l'intégration des pharmaciens au CHU. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que il y avait un temps d'enseignement plein temps, 192 heures statutaires, qui a été confié à des HU par transformation des postes U en HU, et que derrière, il a fallu gérer. Et le temps enseignement de nos HU est considérable. J'ai fait encore récemment pour la faculté de pharmacie de Paris, et pourtant je pense être bien doté en HU avec 1/3 des effectifs enseignants-chercheurs qui est hospitalo-U, c'est-à-dire 2/3 de U quand même. Le temps d'enseignement moyen est de 124 heures. 124 heures d'enseignement. Comment faire du H correctement et comment faire de la recherche correctement avec ça? C'est pas possible, et à un moment il faudra que ça cesse. Donc la deuxième spécificité, elle est en rouge dans la diapo, c'est nous avons 2 corps enseignants-chercheurs, le corps des U, mono-appartenants, et le corps des HU. Et les U mono-appartenants sont réellement majoritaires, et encore une fois, en général les 3/4 dans les facs de pharmacie de Paris et de France. Diapositive suivante, elle vous présente, si tout va bien, voilà, les difficultés qui ont été identifiées, les difficultés d'attractivité avec des réformes, mais ça on en a tout le temps et on devrait passer outre, mais en pharmacie hospitalière, c'est la réforme du DES qualifiant qui est venue un tout petit peu perturber les choses, mais ça va se résorber. La restructuration majeure de la biologie médicale pour l'autre versant des HU pharmacie, c'est aussi un point à prendre en compte, mais assez versatile, puisque tous les 5 ans, nos biologistes sont happés par les sirènes de la biologie médicale libérale, et puis 5 ans plus tard, ils reviennent à l'hôpital parce que finalement, c'est pas si beau que ça, et puis ça revient après, c'est la théorie du pendulier. Le faible nombre de postes HU pour les juniors est par contre un problème récurrent depuis 15 ans. Nous n'avons pas eu, avec l'intégration du CHU, la création d'un corps des AHU pharmaceutiques. Ça veut dire que régulièrement, on prend sur nos postes de titulaires pour abonder des contractuels, et donc on est en train de se couper un bras pour essayer de faire pousser l'autre bras. Et à un moment donné, effectivement, ça craque. Et puis jusqu'à 2021, il y a 2 ans, nous n'avions pas ce statut intermédiaire de PHU qui permet de faire la jonction entre le contractuel AHU et le titulaire MCU-PH. Le 4e point dans les difficultés, c'est qu'on travaille sur des faibles volumes de support HU, et qu'en fonction de nos spécificités, spécialisations en biologie médicale, en pharmacie hospitalière, il faut jongler, et parfois c'est pas toujours jouable.
5e point, la charge d'enseignement, je vous en ai déjà parlé par anticipation, et là c'est un point sur faut réellement résoudre le problème. Et enfin, le 6e point, c'est un point qui est à venir dans 3-4 ans, c'est la difficulté d'entrer dans les études de pharmacie liée à la réforme PASLAS qui se fera sentir sur le recrutement de futurs internes, les internes de pharmacie choisissant soit la pharmacie hospitalière, soit la biologie médicale, et donc 4 ans plus tard encore, sur les futurs HU et l'appétence de nos internes à aller vers une carrière HU plutôt qu'une carrière libérale ou une carrière d'officinal. Certains font de la pharmacie hospitalière pendant 4 ans et repartent à l'officine, et parfois même avant. C'est ce que j'indique dans la dernière ligne, à relier avec des défections, simplement parce qu'effectivement, il y a des défections d'interne. Alors, comment on résout le problème? Comment on renoue un tissu d'amour avec nos jeunes? Il faut favoriser la séquentialisation des 3 missions ou des 4 missions dans le temps. On ne peut pas tout faire en même temps, donc faisons une mission très bien pendant 10 ans, puis une autre, ou 2 autres, il faut choisir. Il faut limiter les glissements de tâches administratives et techniques dans nos services médico-techniques de biologie médicale ou de PUI. Il faut ouvrir l'accès à une activité clinique, c'est partiellement le cas pour les FST clinico-biologiques, il y en a plusieurs. Il faut ouvrir l'accès à la recherche, et ça a été fait par la création d'une FST innovation pharmaceutique et biologique il y a maintenant 1 an ou 2 ans. Attention, elle vient se substituer à notre internat recherche en 4 ans. Donc le compte n'y est pas en termes de support. Et là, il faut absolument augmenter le nombre de places dans ces FST innovation pharmaceutique. Et puis, ouvrir l'accès à des spécialités collatérales, l'hygiène hospitalière ou la santé publique, pas accessible aux pharmaciens. C'est dommage parce qu'on a tous des unités pédagogiques de santé publique qui sont adossées à des équipes de recherche de santé publique. Fluidifier l'accès à la titularisation, ça a été partiellement fait par le statut de PHU qui aide et qui donne une visibilité à nos jeunes d'être titularisés. Travailler sur l'attractivité des études, la R2C, la R3C, oui, avec la création des DESCours dans les autres filières de pharmacie qui permettra une passerelle dans nos différentes spécialisations, officine, industrie des produits de santé et pharmacie hospitalière et ou biologie médicale. Et puis j'ai rajouté le PASLAS parce que le PASLAS est encore une catastrophe pour la pharmacie. Ça a été pendant ces 2 années une catastrophe en termes de déficit d'entrée des étudiants en pharmacie, mais ça reste une catastrophe sur le niveau qualitatif des étudiants que l'on récupère, parce qu'encore une fois, on a des étudiants qui voulaient faire médecine, qui se rabattent en pharmacie pour ne pas perdre un bénéfice de passe, et des étudiants qui voulaient faire pharmacie, qui n'ont plus la place parce que les étudiants qui voulaient faire médecine la leur ont prise. Et là, ça ne va pas du tout, mais il faut rabâcher ce discours. Enfin, un dernier point, améliorer le statut, les 10 demi-journées telles que Aurélien Rousseau nous les a promises ce matin, enfin j'ai cru entendre ça, mais bon. La retraite, telle qu'elle est maintenant quasi finalisée, mais voyons quand même. La partition des missions, réduction du temps enseignement, c'est impératif, réduction de l'emprise hospitalière dans les PUI notamment, et là pour le coup, peut-être que les directions hospitalières ont quelque chose à faire, et augmentation du temps recherche, parce que l'attractivité, elle passe aussi par l'espoir d'une recherche clinique translationnelle, voire préclinique, dans toutes nos structures de recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, pour la spécificité de la filière maïeutique, je passe la parole à Madame Julie Gaillard, qui est directrice du département de maïeutique à l'Université Paris-Cité. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité à évoquer la situation de la maïeutique dans cette session qui est consacrée au statut hospitalo-universitaire. Situation d'autant plus intéressante de la maïeutique puisque des 4 filières médicales, c'est la seule qui ne peut pas bénéficier de ce statut. Il semble pourtant que ce soit une clé fondamentale de réflexion pour enfin achever ce processus d'universitarisation sur lequel nous sommes depuis 2009. Je ne vais pas redétailler puisque ça a été beaucoup abordé aujourd'hui. Ce processus a été lent, mais il semble que nous touchions au but, puisque en 2019 a été créée la section maïeutique du CNU, qui maintenant qualifie des maîtres de conférences et des professeurs.
et qu'en 2023, le législateur est venu rendre obligatoire cette universitarisation à échéance septembre 2027. Ça n'est pas la seule chose qu'il y a dans cette loi, on l'a aussi souligné aujourd'hui. Il y a également la validation d'un 3e cycle court par l'obtention du diplôme de docteur en maïeutique après soutenance d'une thèse d'exercice, et également la création d'un statut de sage-femme agréée maître de stage des universités. Donc cette loi assoit, s'il en était besoin, le caractère médical de notre profession. Et je voudrais souligner et redire à quel point cette universitarisation de notre filière est une chance. Elle l'est à plusieurs égards. D'abord, parce qu'elle rend plus visible et qu'elle valorise notre profession, et nous en avons besoin. Et j'espère que ça va porter ses fruits dès la rentrée 2024, afin que toutes les places qui sont disponibles en filière maïeutique soient pourvues, ce qui n'est plus le cas depuis les 2 dernières années. C'est un besoin de santé publique, nous avons besoin de sages-femmes sur le territoire, et je pense que les gens qui travaillent dans les hôpitaux dans cette salle savent combien il est difficile de recruter en maternité des sages-femmes actuellement, et combien les régions sous-dotées et très sous-dotées en sages-femmes libérales sont nombreuses sur le territoire. C'est une chance également parce que, bien sûr, ça permet le développement de la recherche en maïeutique et en santé génésique. Et cette recherche, elle touche évidemment l'épidémiologie, mais également les sciences fondamentales, les sciences humaines et la pédagogie. C'est une chance encore parce qu'elle permet l'innovation pédagogique, on en a parlé aujourd'hui, elle nous permet aussi de travailler en interdisciplinarité et d'interagir avec les autres filières médicales. Et c'est une chance enfin pour le bien-être de nos étudiants qui vont avoir un véritable accès aux services de l'université, qu'ils soient médicaux, sociaux, sportifs, culturels. Et parce qu'avec ces bouleversements, ils vont être mieux accompagnés sur leur stage par le statut de maître de stage, mais aussi par celui de référent hospitalier que le rapport IGAS appelle de ses vœux. Il nous reste cependant quelques défis à relever, et j'aimerais en finir par là. Le premier, c'est d'être capable de faire grandir le vivier de sages-femmes titulaires d'une thèse de doctorat qui vont pouvoir devenir enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs. Pour ça, j'espère que le 3e cycle court va nous aider et qu'on va pouvoir créer des parcours d'initiation recherche qui vont les emmener davantage vers la recherche. Deuxième piste qu'il faut, à mon avis, explorer, c'est d'impliquer beaucoup plus les sages-femmes hospitalières dans la recherche clinique, en travaillant main dans la main, par exemple, avec les DRCI, beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Et puis, et c'est ce qui nous occupe en cette fin d'après-midi, c'est de militer et d'accéder le plus vite possible pour la bi-appartenance. Déjà parce qu'il me semble, et c'est le plus important, que pour nos disciplines médicales, c'est la meilleure façon d'enseigner, c'est-à-dire d'être capable d'associer devant nos étudiants de solides connaissances académiques et une expérience de terrain. Mais aussi parce que ça va permettre d'attirer les sages-femmes à l'université, en leur permettant de conserver une activité clinique évidemment, et puis en leur assurant une rémunération qui est plus attractive que celle des mono-appartenants purs. Alors, je vais un tout petit peu trop vite. Je vous livre 2 questions, je les livre à votre réflexion. La première, c'est quelle nature pour ce statut bi-appartenant ? Est-ce qu'on va vers un statut hospitalo-universitaire stricto sensu, à l'instar des 3 autres professions médicales, ou est-ce qu'on va vers un statut bi-appartenant plus souple, plus large, qui permet un exercice universitaire et un exercice clinique, mais pas uniquement hospitalier, également libéral et territorial ? Première piste de réflexion. Et deuxième piste de réflexion, c'est un peu ce que tu disais, Jean-Louis, c'est comment va-t-on articuler les mono-appartenants qui ont eu le courage d'ouvrir la voie de la recherche en maïeutique avec les bi-appartenants, et est-ce qu'on permet une passerelle entre ces 2 corps ? En attendant la bi-appartenance, parce qu'il va nous falloir pas plus que quelques mois, j'espère, pour répondre à ces questions, mais il va nous falloir un petit peu de temps, il faut valoriser, comme le recommande la loi, le cumul d'activités des enseignants-chercheurs mono-appartenants afin qu'ils puissent continuer à avoir une activité clinique. Mais ça ne va pas très bien, et c'est pour ça que ça n'est pas une solution pérenne, avec l'équilibre vie privée, vie professionnelle que beaucoup appellent de leur vœu depuis ce matin.
Et il faut bien sûr offrir un statut stable aux sages-femmes enseignantes qui ne sont pas enseignantes-chercheuses, mais qui assurent la majorité des enseignements en maïeutique à l'heure actuelle et qui vont continuer à le faire bien au-delà de 2027, évidemment. La chose sur laquelle je voudrais finir, c'est que cette réflexion sur ce statut universitaire va forcément de pair avec une réflexion sur le statut des sages-femmes hospitalières et des sages-femmes salariées, et en tenant compte de leur niveau d'études et de leur degré de responsabilité. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette synthèse sur les nombreux défis à relever en maïeutique. Et maintenant, je passe la parole au professeur Assem Souedan concernant la filière odontologie, dont il est doyen de l'UFR à l'Université de Nantes. Merci, je vous remercie de cette occasion de prendre la parole pour faire les 3 minutes, le flash odontologie, faire un état de la situation. Je vais essayer de respecter le temps de parole. Alors, les études d'odontologie, je commence par une note positive, restent très attractives, mais ça a été dit ce matin ou vers midi par M. Emmanuel Touzé, nous avons plus de 50% de nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre qui sont formés hors France, dans l'Union européenne, et cela soulève la question de la souveraineté de la formation. La formation, nos étudiants, ils simulent beaucoup. Dans les 2 premières années après PASLAS, il y a 10 heures de simulation par semaine. Ensuite, en 4e, 5e et 6e année, c'est une activité clinique encadrée, donc de 20 heures par semaine. Et tout cela, ça donne une idée, et c'est là où on se différencie de l'encadrement, de la formation dans les études médicales, et de voir en fait que tout ce travail est assuré, porté par des hôpitaux universitaires pratiquement exclusivement. Sur cette diapositive, vous voyez le poids des pH. J'ai mis la flèche juste pour l'indiquer parce qu'on ne le verrait pas autrement. Donc les pH en odontologie, c'est une activité, ils ont leur activité propre, c'est plutôt dans les centres hospitaliers régionaux, un petit peu dans les CHU, mais c'est surtout pas une activité de formation. Et donc, tout est assuré par les HU. Et donc, on a, de l'autre côté, on n'a pas l'accès au secteur 2. Ce n'est pas une demande aujourd'hui, c'est pas ça, mais ça a été évoqué juste avant, c'est cette attractivité liée au secteur 2. Il n'y a pas d'assistant spécialiste. Donc voilà un petit peu pour le cadre, c'est le message principal. Ce sont les HU qui sont porteurs de la formation, évidemment de la triple et de la quadruple mission. Donc, aujourd'hui, si on regarde les évolutions pendant les 10-15 dernières années, bien évidemment, il y a eu l'harmonisation des statuts que nous ne pouvons que saluer, et il y a eu la mise en place du temps plein, parce qu'on était encore dans un système dérogataire où il pouvait y avoir des MCU-PH à temps partiel. Il y a eu, à partir de 2027, avec l'harmonisation des statuts, les mesures transitoires vont s'arrêter, et donc les CCEH devront être recrutés à temps plein. Et puis, on a cette réforme qui a été lancée en 2016 et qui tarde à venir. Et nous espérons que l'année 2024 et le délai qui a été annoncé par nos ministres ce matin, j'espère que dans les 6 mois qui vont arriver, en 2024, nous verrons peut-être voir aboutir cette réforme qui aura un impact forcément sur l'avenir de notre profession, sur l'attractivité des carrières, puisqu'on sait très bien que nos étudiants, nos futurs diplômés, s'adaptent finalement, et c'est à nous de construire un modèle et une réforme qui puisse alimenter la filière hospitalo-universitaire. Et donc, on a cette compétition avec, ça a été évoqué également, avec le travail en ville, les conditions de travail très difficiles, et finalement, ça a été dit et répété, quand ils nous voient travailler, nos jeunes, on ne leur donne pas envie, ils voient qu'on travaille beaucoup, qu'on s'est beaucoup investi, mais on est d'une autre génération, et donc ils voient les choses autrement et différemment, à nous de nous adapter. Et finalement, ce rapport au travail des jeunes diplômés qui est tout à fait différent du nôtre. Et donc, voilà, ça a été présenté tout à l'heure par Emmanuel Touzé. On a également le numerus clausus, le numerus apertus, l'arrivée aussi
des praticiens par d'autres procédures comme l'arrêté 2019 par les passerelles, et on voit qu'on est pratiquement, depuis 1991, un doublement des capacités de formation avec un effectif HU qui a pratiquement pas bougé. Et ce que vous voyez juste en dessous, sur les 3 dernières années, d'après les chiffres du CNG, il n'y a pratiquement pas eu d'évolution au niveau du recrutement, au niveau hospitalo-universitaire. Et encore plus inquiétant, c'est le solde des entrées et des sorties qui est le plus défavorable en odontologie, puisque on attire encore moins dans la carrière hospitalo-universitaire. S'ajoute à cela donc cette nécessité et ce besoin, et on a vu enfin la mise en place et la création de ces nouveaux sites de formation en odontologie. Donc en rouge, des facultés qui fonctionnent déjà, ils sont déjà en 3e année de formation, 2e année pour Amiens et 2 antennes à Poitiers et à Grenoble. Et tout cela, très simplement, on a actuellement, on avait 15 facultés avec 500 hospitalo-universitaires, ce qui fait une moyenne de 33 HU titulaires par UFR, ce qui veut dire qu'en fait, nous avons dans les 5 ans besoin de 200 postes de titulaires. Je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, les chiffres sont têtus, ils sont là, et à nous, justement, de nous adapter et d'essayer de voir comment on va pouvoir y arriver. Alors, comment rendre attractive, évidemment, cette triple mission et cette circulaire que nous avons reçue en juillet dernièrement, c'est la contractualisation et l'ajustement et la gestion, justement, des différentes missions au cours de la vie professionnelle, mais aussi l'amélioration d'activité clinique, des conditions d'activité clinique en odontologie, particulièrement dans les centres de soins dentaires qui sont devenus, avec l'évolution, avec les problèmes démographiques, surtout dans les CHU, qui ressemblent plus à des dispensaires qu'à des centres d'excellence et de recours. C'est plutôt un recours subi. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, il faut reconnaître l'activité clinique encadrée en 4e, 5e, 6e année comme faisant partie non seulement de l'activité hospitalière, parce que ce sont des externes, mais aussi qu'il y a une part universitaire, parce que ce sont des étudiants qui soignent, mais qui sont également en formation. Donc, les 200 postes, j'en ai parlé, s'appuyer peut-être sur les collectivités territoriales, mais là, par rapport à aux possibilités, il y a une très grande hétérogénéité aussi au niveau des territoires, et puis, surtout, faire avancer cette réforme qu'on espère voir aboutir dans les 6 mois, parce qu'il y a 7 ans de travaux derrière. Et puis, une dernière chose, alors la retraite hospitalière, on va en parler juste après. Je ne sais pas si nos jeunes sont très sensibles à l'Aircantec ou à l'équivalent de tout ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec la réforme peut-être de retraite, ils en ont tellement entendu parler qu'ils ont des logiciels qui leur permettent d'accéder. Effectivement, ils sont allés regarder, et donc c'est également un facteur important. Merci de votre attention. Merci beaucoup.